Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'autre journal. Nous allons encore débattre de l'actualité politique dans ce numéro. Il est l'un des acteurs qui est contre le dialogue avec le pouvoir. Pour lui, il faut chasser la dictature par la rue. Notre invité ce jour, il s'appelle Claude Amegavi. Il est le secrétaire général du Parti des travailleurs. Monsieur Claude, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Bienvenue dans cette émission de l'autre journal. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Avec nous pour animer ce numéro, Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore et bonjour à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté. Oui, nous allons sans plus tarder poser la première question à Monsieur Claude. Monsieur Claude, vous suivez ces derniers temps l'actualité en Afrique et ailleurs, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. On dirait que ce sont des jumeaux. Oui, ce qui est désolant dans ce qui se passe dans ces pays de notre sous-région, c'est que véritablement nous sommes dans une situation où la situation togolaise a en quelque sorte contaminé la sous-région. Et elle a mais véritablement infecté. Et tout ce que nous avons vu dans la situation togolaise, comme travers des développements politiques, semble se généraliser dans toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà sur l'ensemble du continent. En d'autres termes, lorsque vous regardez de près la situation, tout se passe comme si les coups d'État militaires auxquels on a été habitué dans la situation togolaise, qui généralement débouchent sur des coups d'État constitutionnels, avant de déboucher sur des coups d'État électoraux, mais sont une sorte de triptyque qui se banalise dans la sous-région. Et c'est là quelque chose qui est une véritable préoccupation pour nous. Et ce que je dois dire, elle nous interpelle en tant que citoyens togolais. Moi, je me sens véritablement interpellé par la responsabilité que nous, Togolais, avons face à cette situation-là. Parce que c'est la mauvaise gestion de la lutte démocratique du peuple togolais par l'opposition togolaise. Face à une dictature, elle qui est un régime brutal qui l'a toujours été. A été un régime brutal, a été un régime assassin, a été un régime qui n'a cessé de piétiner les libertés démocratiques. C'est la capitulation de notre opposition devant ce régime-là et les travers qu'elle a générés dans la banalisation des trois coups d'État, des trois formes de coups d'État dont j'ai parlé tout à l'heure, qui semblent faire école dans les autres pays. Et donc, de ce point de vue, lorsque j'ai entendu dire dernièrement qu'en Côte d'Ivoire, vous avez eu, au terme de la répression électorale qui a eu dans ce pays-là, près de 46 morts, 26 morts en Guinée, mais moi je dis quelque part que c'est la situation togolaise qui a conduit à cela. Parce que jamais on n'aurait pu parler de troisième mandat s'il n'y avait pas eu de troisième mandat dans la situation togolaise, jusqu'à déboucher sur un quatrième mandat aujourd'hui. Et nous savons que le régime des Gnassingbé père, qui effectivement a brillé par les tripatouillages constitutionnels, avant que son fils ne reprenne la main, mais est un peu responsable de, disons, la transmission de ces modes opératoires au régime que nous avons dans la situation ivoirienne et dans la situation guinéenne. Bon, alors moi je le dis généralement, tout ceci a commencé assez tôt. C'est en réalité depuis 1992 que ces choses-là durent. Et moi j'estime que la constitution de 1992 est entachée du sang de Tavio Amorin, puisque au sortir de la conférence nationale, comme vous le savez, Eyadema ne devait plus, à la fin de la période de transition, briguer la magistrature suprême. C'est par le coup d'État qu'a été l'assassinat de Tavio Ayaotobias Amorin. Coup d'État devant lequel l'opposition togolaise a capitulé à travers les accords de la commission mixte paritaire.
en autorisant Eyadema à briguer la magistrature suprême à la fin de la transition, ce qui a été consigné dans la Constitution de 1992, à laquelle nous ne reconnaissons pas la légitimité qui se devrait, parce que ce n'est pas ce qui a été décidé à la conférence nationale qu'on a fait avec cette Constitution-là, puisque Eyadema ne devait plus être là. C'est ça qui a ouvert la boîte de Pandore. Et ensuite, en 2002, lorsque Eyadema allait tripatouiller la Constitution, de la même manière, fort curieusement, l'opposition togolaise s'est tue. C'est comme si elle avait donné un blanc-seing à Eyadema de faire ce coup d'État constitutionnel. Donc, elle l'a laissé modifier la Constitution. Et curieusement, on assistera à ce que en 2018, lorsqu'il était question d'aller à de nouvelles élections législatives, au terme desquelles on savait très bien que Faure Gnassingbé avait dans le collimateur la Constitution pour son 4e mandat, et comme par hasard, notre opposition qui avait refusé de mener le combat lancé par le PNP pour faire partir Faure Gnassingbé avec le retour à la Constitution de 1992, après avoir capitulé sur ce combat-là, a capitulé en laissant le terrain libre à Faure Gnassingbé d'aller seul à ces élections législatives, bon, en disposant d'une majorité qualifiée pour modifier la Constitution. Et il l'a fait, produisant une situation aujourd'hui où il est en train de faire un 4e mandat. Alors, lorsqu'on nous parle de 3e mandat dans les pays de la sous-région, moi je dis quelque part que c'est absolument inouï. Parce qu'il y a eu des opposants dans ce pays qui ont déclaré que Faure Gnassingbé veut un 3e mandat, mais on n'a qu'à le lui donner pour qu'il nous foute la paix, pour qu'il n'en demande pas un 4e. Je ne donnerai pas de nom ici, mais il y a des partis et des responsables politiques qui devraient normalement aujourd'hui faire des excuses, non seulement au peuple togolais, pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit en laissant le terrain libre à Faure au Togo, des excuses au peuple togolais, non seulement au peuple togolais, mais également à tous les peuples de la sous-région où on assassine des gens parce qu'il y a un 3e mandat qui est en jeu. Et Faure a pris son 3e mandat, mais glouton comme il est, bah maintenant il est en train d'en faire un 4e. Et tout le monde sait qu'il a envie d'en faire un 3e, un 5e, un 6e, etc. Et jusqu'à mourir au pouvoir. Mais cela, je pense que le peuple togolais ne le laissera pas faire. Et c'est précisément pour cette raison que nous, au Parti des Travailleurs, nous avons pris l'initiative avec des démocrates togolais sur le sol national et dans la diaspora de lancer une campagne pétitionnaire pour exiger la démission de Faure Gnassingbé. Sur cette campagne pétitionnaire tout à l'heure. Nous laissons la parole à Ferdinand pour une question. Revenons à la Guinée et à la Côte d'Ivoire. Les personnages qui sont en train de capter le 3e mandat dans ces 2 pays aujourd'hui, dans le sang, par la répression, par les élections truquées, par l'usage de la force brute, nous les connaissons dans la situation togolaise. Ils ont été des médiateurs il n'y a pas très longtemps dans la crise politique togolaise, et ce sont des gens avec qui la classe politique de l'opposition s'est véritablement accoquinée. De la Guinée en passant par la Côte d'Ivoire jusqu'à Paris, au temps de la C14, on n'a jamais su ce qui s'est réellement passé. Et ce sont ces gens-là, aujourd'hui, qui font les dégâts dans leurs pays respectifs. Manifestement, ce sont des gens qui sont venus au secours de Faure Gnassingbé pour en faire ensuite un argument pour justifier leur propre 3e mandat. Est-ce que vous pensez que l'opposition togolaise, qui s'est longtemps accoquinée avec ces 2 personnages, Alpha Condé et Alassane Ouattara, a péché par naïveté, ou bien ce sont des combines qui ont abouti à ce désastre qu'on a connu au Togo ici? Non, mais moi je pense que l'opposition togolaise porte une responsabilité accablante dans, disons, le commerce qu'elle a eu avec ces 2 dictateurs, l'ivoirien et le guinéen. Parce que au moment même où elle était en train de dialoguer sous la médiation d'Alpha Condé et d'Alassane Ouattara, mais en Guinée et en Côte d'Ivoire, on
massacré les populations. Et combien d'entre nous ne les ont pas interpellés en disant « Mais comment se fait-il que vous avez un dictateur qui est en train de réprimer des manifestations pacifiques dans son pays en faisant des morts, que celui-là, vous puissiez accepter de discuter, de l'accepter, de discuter avec lui et de l'accepter comme médiateur dans la crise togolaise. Mais c'est absolument inouï. Et il était clair à la manière dont ces personnes géraient ce dialogue qui était en cours, qu'en réalité, ils étaient en train de tester un dispositif. Et c'est évident que au moment même où ils étaient en train de discuter, soi-disant avec l'opposition togolaise, pour trouver une solution à la crise, dans la crise sociopolitique dans notre pays, ce qu'ils faisaient dans leur pays, mais montrait un patent manque de foi, hein, par rapport à la situation togolaise elle-même. Et on comprend donc que leur gestion et leur intervention dans la crise togolaise était une façon de tromper notre opposition, et qu'ils étaient en mission commandée juste pour la berner, hein, au fin de faire retomber la manifestation ou les manifestations populaires qui étaient en cours, puisque nous savions que quand ce processus avait été lancé depuis le 19 août et a commencé à prendre son essor à partir des mois de septembre et octobre par la suite, le régime de Faure était totalement perdu. Et Faure, à l'époque, on le sait, prenait l'avion, courait voir les chefs d'État les uns après les autres en leur disant « Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi ». Et ce qui est terrible dans cette situation, c'est la manière dont on a désamorcé, on a fait échouer ce processus, hein, qui était là et qui s'apprêtait à faire partir ce régime. Et il faut savoir même qu'au plus fort des processus, Faure Gnassingbé avait fui le Togo selon les informations que nous avions eues, qu'il était parti se réfugier à Ouaga. Et donc, avec un peu de courage et de détermination, peut-être que nous aurions été depuis au moins 3 ans dans une autre situation que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue, la responsabilité de notre opposition, elle est entière. Et elle n'est pas... C'est pas par naïveté que les choses se sont passées ainsi. Je ne pense pas que c'est par amateurisme non plus. Je pense que certains ont joué une carte politique où, à partir du moment où ce n'était pas eux qui étaient à la tête des processus, il fallait que ça échoue. Et c'est malheureusement ce à quoi nous sommes abonnés dans la situation togolaise. Et c'est triste. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la conséquence que nous tirons, c'est que cette opposition togolaise qui a fait de la lutte politique du peuple togolais un fonds de commerce, eh bien, il faut que la population arrête de penser qu'elle pourrait diriger et conduire sa lutte jusqu'à la victoire, et qu'il faut qu'elle-même, elle s'implique et prenne ses responsabilités en main et gère ce processus à lui-même. Alors, généralement en Afrique, lorsqu'il y a des événements dans un pays, on entend des voix qui s'élèvent, tous ceux qui luttent dans le même luttent pour le même objectif. Si par exemple il y a des répressions en Côte d'Ivoire, au Burkina, l'opposition au Sénégal, l'opposition au Togo lève la voix, mais depuis quelque temps, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe en Guinée, on n'entend même pas parler de la classe politique togolaise, personne n'en parle. C'est vrai qu'on a nos propres problèmes ici, mais on sait aujourd'hui que la lutte politique en Afrique pour les questions de liberté est une lutte générale qui va au-delà des frontières. Pourquoi les Togolais ne vont pas, ne serait-ce que sur le principe, au secours des Ivoiriens, au secours des Guinéens, tout le monde est silencieux? Est-ce que c'est parce que les gens, à un moment donné, se sont tellement coquinés avec ces deux chefs d'État et qu'il y a des choses qui les lient et qu'ils ont peur de parler ou de s'exprimer? Parce que pendant le dialogue, vous étiez dans la rue pendant la C14, vous vous êtes retiré à un moment donné lorsque le dialogue a été amorcé, et on sait qu'au cours de ce dialogue-là, il s'est passé énormément de choses, des choses qui sont généralement cachées aux populations. Comme vous le savez, nous n'avons jamais été d'accord avec les dialogues. Nous n'avons jamais participé
à un seul de ces dialogues-là. Nous avons toujours refusé parce que nous estimons que ces dialogues sont des marchés de dupes. Et par ailleurs, au nom de la souveraineté des peuples, nous estimons que ce n'est pas à des chefs d'État étrangers de venir décider du sort du peuple togolais à sa place. Et donc, s'il y a un problème au Togo, c'est aux acteurs politiques togolais et à eux seuls d'en discuter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une opposition institutionnelle qui est celle-là même qui accompagne les politiques des gouvernements, qui régulièrement participe aux consultations électorales et qui précisément a propension à, disons, discuter avec ses chefs d'État, etc., etc. Donc vous posez la question de savoir si pendant ces périodes-là, qu'est-ce qui fait que il n'y ait pas de prise de position sur la situation des différents pays au nom de la solidarité, de la lutte entre les peuples, etc. Eh bien, d'une part, il faut le constater pour le regretter, que dans la dernière période, et singulièrement depuis en gros les années 2000, les luttes ont eu tendance à s'émietter entre les différents pays. Et nous assistons à une forme de repli sur soi de chaque lutte nationale. Bien évidemment, lorsqu'il y a des processus qui sont des processus populaires, qui voient la mobilisation des populations, elles suscitent l'enthousiasme des peuples. C'est un peu ce que nous avons vu dans la situation du Burkina, où le balayement de Blaise Compaoré a été quelque chose qui a soulevé un extraordinaire espoir auprès des organisations, de l'ensemble des organisations africaines. Bon, maintenant, il y a aussi un certain nombre de difficultés objectives, des questions de moyens, des questions de communication. Et il faut savoir aussi que les régimes respectifs se font les polices les uns pour les autres. Et donc, certains opposants togolais un peu radicaux par rapport à leurs dirigeants ne sont pas en odeur de sainteté dans les autres pays de la sous-région, puisque nous sommes confrontés à un syndicat de chefs d'État qui utilise la répression et qui peut utiliser aussi les assassinats, les enlèvements, etc. pour régler le problème. Et donc il y a une sorte de frilosité qui s'est instaurée à partir de là et qui a conduit à une sorte de repli sur soi dans les différentes situations nationales. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut le déplorer. Et donc il faut espérer que dans la prochaine période, les luttes vers lesquelles nous allons vont, en permettant de remporter des victoires par la lutte des seuls peuples, à l'image de ce qui s'est passé au Burkina, renouer avec ces solidarités des luttes entre les différents pays, entre ce qu'on appelle les sociétés civiles ou les classes politiques. Mais le problème aussi, c'est que nous avons généralement des formations politiques bourgeoises, qui font la politique dans les différents pays, qui n'encouragent pas tellement à ce qu'il y ait des organisations véritablement indépendantes, qui aient des orientations anti-impérialistes, démocratiques, véritables et tout, donc qui puissent tisser des solidarités entre elles. Et donc c'est une question qui est à l'ordre du jour et qui nécessite que dans la prochaine période, on puisse tisser des nouveaux réseaux de solidarité pour reconstituer une sorte de lutte qui avait existé à l'époque dans la lutte contre la colonisation et au début des années 90. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, malheureusement, ça n'a pas duré. Togo, Guinée, Côte d'Ivoire, peut-être demain un autre pays. La démocratie est bien en recul en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour stopper ces régimes qui sont en train de prendre du terrain, qui sont en train de prendre de l'espace, des espaces de liberté au peuple? Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire? Mais ce qu'il faut véritablement faire, c'est ce que les peuples font déjà, parce que je crois qu'il y a une tendance mondiale qui se dessine aujourd'hui, à savoir que ce sont les peuples eux-mêmes qui se lèvent pour régler leurs propres problèmes. On l'a vu dans la situation du Mali,
c'est pas si loin que ça, après tout. Et même sous une certaine forme, le Burkina, c'est un peu ça qui s'est exprimé. Parce que à un moment donné, le peuple en a eu marre. C'est vrai que c'est à l'occasion d'une crise électorale que, disons, l'explosion a eu lieu. Mais c'est la population elle-même, par sa détermination, qui s'est levée et a obligé les organisations à en finir avec le régime de Compaoré. Mais vous verrez, dans la situation du Mali, que c'est d'autres acteurs qui ont mobilisé les populations pour en finir avec le régime d'Ibeka. Et de la même manière que plus au nord de l'horizontale soudanienne, vous avez en Algérie le Irak, qui est un mouvement parti véritablement de la base des populations qui en ont eu marre de cette classe politique, aussi bien du pouvoir que d'une certaine opposition. Même chose dans la situation soudanaise. Et lorsqu'on traverse la Méditerranée et on va de l'autre côté, on se rend compte qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est à peu près la même expression qu'on a. Et donc, moi, je suis dans l'attente de ce que, dans un autre pays d'Afrique, pourquoi pas le Togo, demain, les choses rebondissent et que, comme on l'indiquait auparavant, qu'elles puissent poser concrètement le problème pour que ces solidarités-là se tissent entre ces différentes luttes qui existent et qui manquent de coordination entre elles. Alors, nous sommes presque vers la fin de la première partie. Alors, pour que les choses rebondissent, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent, et particulièrement vous, qui avez pris ces derniers jours des initiatives, et ça, nous en parlerons avec Isidore dans la deuxième partie. Merci.